Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va. Ça va? Ben, ça va. Ok. Qu'est-ce que vous regardez là? La statue justement des deux soldats qui se serrent la main, c'est D'accord, un ok. grand symbole quand même. D'accord, le monument à l'amitié franco-marocaine. Oui, celui qui a Ah. été déplacé à Senlis. Ah d'accord, ok, ouais, ouais. Et inauguré par le maréchal Lyautey Oui. en 1924, donc à Casablanca. Quittant le Moyen Atlas, la Chaouia, le Haouz ou le Souss, plus de 40 000 soldats marocains ont combattu sur les champs de bataille de la Grande Guerre. C'est à eux que ce monument équestre, dédié à la fraternité franco-marocaine, rend hommage. On est fin juillet 1914 et en Europe, eh bien, le déclenchement de la guerre se rapproche à grands pas. La France, qui sent bien que tout va se jouer en Europe, voire dans le Nord, et voire surtout à l'époque, on le pense, en Alsace et en Lorraine, eh bien, demande à Lyautey de renvoyer les troupes d'active qui se trouvent sur le territoire marocain. Casbah Tadla, au lieu de la résistance marocaine. Un monument à la mémoire des soldats tombés pendant la conquête du Maroc rappelle que quand la guerre éclate en Europe, le royaume n'est protectorat français que depuis 2 ans. En 1914, le général Lyautey est loin de maîtriser l'intégralité du territoire chérifien. Lyautey, lui aussi, est très inquiet, car il se demande comment il va faire pour conserver le Maroc si on lui enlève toutes les troupes d'active. Donc il va falloir qu'il trouve des solutions. Il est très inquiet parce qu'il pense que si les troupes qui sont stationnées au Maroc reculent, les Français vont se retrouver chassés du pays, rejetés sur la mer. Parce qu'il ne faut pas oublier que le Maroc est protectorat français seulement depuis 1912 et qu'une grande partie du territoire marocain est totalement hostile à la présence française. Les ordres de Paris sont clairs. Conserver l'axe Casablanca-Tchaza-Algérie et abandonner le reste du Maroc, afin de libérer le gros des troupes d'occupation pour la France. Son idée, c'est de laisser en avant du front, en avant, un rideau de soldats. Et alors il le dit lui-même dans un autre télégramme, un petit peu comme la coquille d'un œuf qui protégerait l'intérieur de l'œuf. Là, il va laisser un rideau de troupes devant, et puis derrière, il n'y aura plus rien. On va tout faire pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pour entretenir le mythe de la présence française. Alors que les troupes ont déjà embarqué pour la France, alors on fait beaucoup de bruit, on fait des revues, on fait des... on organise tout un tas de manifestations pour montrer la présence française en avant et pour faire croire que les troupes françaises sont toujours là. Il y avait déjà donc des soldats marocains qui assistaient l'armée française. Donc il y avait déjà eu une réorganisation de l'armée marocaine après 1912, et cette armée marocaine, cette armée plutôt du sultan, elle était en totale réorganisation. Alors il y a déjà plusieurs milliers d'hommes à la fois dans les troupes de tirailleurs, c'est-à-dire de soldats à pied, et puis il y a environ 2000 cavaliers, c'est-à-dire les futurs spahis marocains, donc les cavaliers, les soldats à cheval. Ils sont pas encore très nombreux pour l'instant, mais ces troupes vont être, à la fois les soldats à pied, les tirailleurs et les spahis, vont être envoyés en France, dans l'urgence. Donc ça, c'est début août 14 pour les tirailleurs, et puis ensuite, dans le courant du mois d'août, et puis dans les mois qui suivent, pour les spahis. Alors tout de suite, la France, bien évidemment, assaille Lyautey par des demandes de troupes supplémentaires. Alors, très rapidement, on fait appel aux autorités marocaines, aux caïds, aux chefs locaux, aux mokadem, qui sont chargés de recruter des soldats partout, dans les zones soumises aux Français,
donc dans les zones de plaine et de plateau autour de Casablanca, etc. Et puis même dans les montagnes de l'Atlas. C'est les chefs locaux qui vont dans les tribus qui sont parfois insoumises pour essayer de recruter des soldats. Et ça va durer pendant toute la guerre, hein, avec une pression de plus en plus forte de la France pour avoir sans cesse plus de soldats marocains. Au fur et à mesure de la soumission des tribus, les combattants, remarquables par leur valeur guerrière, sont incorporés par Lyautey dans les troupes auxiliaires marocaines. Puis, ils sont envoyés en France. Il ne faut pas oublier que le Maroc est loin d'être pacifié, hein, très loin d'être pacifié, que pendant toute la guerre, les opérations militaires continuent au Maroc, des opérations extrêmement importantes, hein, et extrêmement violentes. En sont témoins les tués et les blessés, hein, des deux côtés. Donc les tribus, il y a des tribus qui font soumission aux Français, hein, ou au sultan, parce que c'est pas aux Français qu'on se soumet, c'est les Français qui agissent au nom du sultan et donc qui se soumettent au sultan. Et puis quelques semaines plus tard, elles changent d'avis et elles redeviennent insoumises. Au début, on fait miroiter un petit pécule à l'engagement, hein, qui intéresse des hommes très très jeunes, hein, qui ne sont jamais sortis de leur village. Alors on leur fait miroiter un petit pécule de 50 francs à l'engagement, qui va monter à 60 francs, ce qui fait quand même une petite somme d'argent, pour qu'ils s'engagent dans l'armée. Voilà. Et puis ensuite, tout ça, ça suffit pas, donc on va procéder à des campagnes de recrutement où on emmène des jeunes hommes. Voilà, ils sont donnés par les chefs des tribus, hein, qui vont les désigner à droite à gauche, et puis ils sont obligés de partir, contraints et forcés, qu'ils le veuillent ou non. En pays zayan, Khnifra est la casbah de l'irréductible Moha ou Hamou. Pour en venir à bout, Lyautey doit mobiliser des milliers de territoriaux, de colons, de partisans et de goumiers marocains, de supplétifs algériens et sénégalais. Le résident général poursuit ainsi la stratégie de colonisation et d'enrôlement chez les tribus vaincues. Autant de recrues qui partiront bientôt sur la Marne ou la Meuse, en Flandre et en Artois. Mais la participation du Maroc à la Première Guerre mondiale est aussi économique. Elle s'intensifie avec l'entrée officielle du sultan Moulay Youssef dans l'alliance contre les empires centraux en Europe. Dès 1914, le royaume participe à l'effort de guerre, par l'impôt, l'emprunt et la réquisition. Les autorités du protectorat s'arrogent le monopole d'achat des produits agricoles. Elles fixent à leur avantage le prix du blé, du bois, de l'huile, des moutons et des bœufs. L'intendance militaire mène au pas de charge la modernisation de l'agriculture pour stimuler la production. Tout doit partir en France, au risque de soumettre les populations locales à la pénurie. Le port de Casablanca devient la plaque tournante des exportations. Au total, le Maroc aura fourni plus de 8 millions de quintaux de denrées agricoles à la métropole. Mais il faut aussi ajouter le fer, le plomb, le cuivre, le zinc, sans oublier les milliers d'hommes expédiés en France pour travailler dans les usines d'armement. Alors on va leur donner une formation très très rapide, 5-6 jours, pour leur apprendre un petit peu à tirer au fusil, et puis on va les envoyer directement en France. Ils compléteront leur formation à Arles, hein, dans le dépôt d'Arles où stationnent les soldats marocains avant de rejoindre le front, et puis directement sur le front.
un entraînement qui est donné, ils vont être disciplinés, ils vont être entraînés, ils apprennent à manier le sabre, ils apprennent à manier le fusil, et puis il y a un encadrement très très serré des officiers. Alors des officiers et des sous-officiers qui ont l'habitude de combattre en Afrique. Ce sont pour la plupart ce qu'on appelle entre guillemets des Africains, et ils sont très proches de leurs hommes, ils parlent couramment l'arabe, ils connaissent les habitudes de leurs hommes, et il y a un esprit de corps qui peu à peu va se créer. Voilà. Et alors effectivement, quand ils arrivent en France, tout de suite, que ce soit les tirailleurs ou que ce soit les spahis, ils sont jetés dans la bataille et ils s'illustrent. Voilà. Donc ils montent en train vers Amiens et puis ils redescendent ensuite et ils sont lancés dans la bataille de la Marne, où ils vont participer plus spécifiquement à ce qu'on appelle dans la bataille de la Marne la bataille de l'Ourcq. Et là, ils sont lancés dans cette bataille et ils vont participer à des combats extrêmement violents. Et dès le début septembre, les pertes sont énormes. Parce que, évidemment, toute l'armée française est surprise par la violence du feu allemand. Ils sont surpris par l'utilisation de l'artillerie allemande. Et puis, il y a aussi, par exemple, dans les combats sur l'Ourcq, il y a beaucoup de combats au corps à corps dans des villages contre les Allemands, donc des combats extrêmement violents. Alors ensuite, ils vont participer à toutes les grandes batailles de la Première Guerre mondiale. Alors en 1915, les offensives extrêmement meurtrières d'Artois et de Champagne, où vraiment ils sont engagés dans la guerre des tranchées, dans les offensives de 1915, avec toute la violence que l'on connaît. C'est vraiment les combats typiques de la guerre de 14, c'est-à-dire les soldats qui sortent des tranchées, qui se portent vers la tranchée ennemie sous un déluge de feu, sous les mitrailleuses, le tir des mitrailleuses ennemies qui sont mises en position, et puis qui finalement n'avancent quasiment pas, ou pas du tout, au prix de pertes énormes. La vérité des combats, la souffrance et l'horreur, nous ne les verrons pas. Les seules archives disponibles sont des prises de vue réalisées à l'entraînement par le service cinématographique des armées. En 1916, les Marocains participent à la première tentative de reprise du fort de Douaumont, c'est-à-dire qu'ils sont lancés dans la bataille de Verdun. Les Marocains sont en tête au chemin des Dames, ils ont percé, ils sont en avant, mais à droite et à gauche, ça n'a pas suivi. Les spahis se battent pendant 2 ans environ en France, jusqu'à 1914, 1915, 1916, et début 1917, les spahis, c'est-à-dire les cavaliers marocains, sont envoyés sur un autre front. Ils sont envoyés sur le front des Balkans, où là aussi ils vont se couvrir de gloire et participer à des combats extrêmement difficiles, des combats très difficiles parce que c'est en montagne, il fait très froid, il pleut, il neige, contre des troupes très aguerries aussi, des Albanais, des Autrichiens, des Allemands, donc là encore des combats très difficiles. À la fin du mois de décembre, les pertes sont déjà considérables parmi les tirailleurs. C'est-à-dire qu'en gros, il y a environ 4000 tirailleurs qui vont être envoyés en France au début de la guerre. Et à la fin 1914, au bout de 4 mois d'engagement, il reste environ un peu plus de 600 hommes. Le reste, ce sont des pertes. Si on regarde les pertes pendant la Première Guerre mondiale, le taux de perte, donc les tués, les blessés et les disparus, chez les soldats marocains, c'est environ 26%. Alors que dans la totalité de l'armée française, pour les Français, si l'on peut dire, c'est 24 et quelques %. Donc c'est à peu près similaire. Alors c'est légèrement supérieur, pourquoi ? Parce que les soldats marocains, ce sont des troupes de choc.
Ils attaquent, ils avancent, et donc ils sont très souvent utilisés en première ligne. Mais ce n'est pas pour les faire tuer plus que les autres et pour protéger les petits soldats français, c'est simplement parce qu'ils ont d'excellentes qualités guerrières. Quand il y a une attaque, ce ne sont pas les soldats marocains qui sortent en premier des tranchées et qui se jettent comme cela contre les Allemands, ce sont les officiers qui sortent des tranchées, qui les guident, soit sabre au clair, soit le pistolet à la main, et souvent, effectivement, ce sont eux qui sont tués les premiers. Les premiers mois de combat sont terribles, dans la boue et le froid. Entre deux affrontements, puisqu'ils n'ont pas droit aux permissions, les tirailleurs et les spahis des régiments de marche marocains tentent d'oublier l'horreur de la guerre avec leurs frères d'armes, toutes origines confondues. Ou bien, ils cultivent la nostalgie d'un pays devenu si lointain, d'où leur vient le précieux soutien du sultan Moulay Youssef. Du Maroc, avec l'appui de Madame Lyautey, des marraines de guerre leur envoient des lainages, du thé vert, du couscous et des gâteaux. « 1918. La victoire des Alliés et, avec eux, celle du Maroc est proche. Tanger, comme toutes les villes du royaume, prend des allures de fête. En France, les troupes marocaines, dont chacun vante la grande valeur et le sacrifice, défilent sous les applaudissements. Paris ne tarit pas d'éloges sur ses soldats. Ils reçoivent évidemment des décorations, médailles militaires et autres. Il y a des cérémonies qui sont régulièrement organisées pour récompenser à la fois les officiers et sous-officiers français et les hommes de troupes marocains. Les citations à l'ordre de l'armée, les citations personnelles sont extrêmement nombreuses, et quand on lit ces citations, ce sont des gens d'un courage extraordinaire. Que sont devenus ces hommes? Plus de 12 000 sont morts pour que la France reste libre. Beaucoup sont rentrés au pays avec, dans leur âme et dans leur chair, des blessures indélébiles. Le plus bel hommage qu'ils ont sans doute reçu fut celui du général Gouraud. Il les connaissait bien, pour les avoir d'abord combattus au Maroc, avant de se battre avec eux dans la Grande Guerre. Ce jour-là, devant la caméra, Gouraud salue ceux qui ne reviendront pas du champ d'honneur, faisant d'eux des